Il existe peu de pays sur Terre aussi réprimés ou aussi militarisés que la Corée du Nord. Sous la dictature militaire de la dynastie Kim, l'armée populaire coréenne ou KPA est devenue le pilier central du gouvernement et de la société du pays. On estime qu'avec 1,3 million de soldats actifs, 5,8 millions de membres de forces paramilitaires et 200 000 soldats de réserve, l'armée coréenne est la plus importante de tous les pays du monde. Alors que ces défilés militaires massifs montrent des hommes et des femmes super disciplinés, un coup d'œil derrière le rideau du royaume ermite révèle une image plus inquiétante. Qu'ils soient forcés de vivre dans des conditions sourdides ou qu'ils meurent de faim pendant leur service, il est temps de jeter un coup d'œil sur les choses horribles que les soldats nord-coréens doivent réellement endurer. Conditions de vie sordides. Loger plus d'1 million de militaires actifs n'est pas chose facile, et il n'est donc pas surprenant que leurs conditions de vie soient pour le moins horribles. Installés dans de petites casernes de béton réparties dans tout le pays, les soldats doivent vivre dans de minuscules chambres avec plus de 20 autres personnes. En termes de rangement, chaque soldat ne reçoit qu'un petit ensemble de tiroirs pour ranger ses uniformes. Ils dorment tous ensemble dans des lits superposés, mais les matelas fournis ne sont pas doux et accueillants. Ils sont en fait des coques de riz bon marché, qui ne s'aèrent pas aussi facilement que le tissu, de sorte qu'ils absorbent toute la sueur et laissent une odeur nauséabonde dans la pièce. Pour ne rien arranger, la plupart des casernes n'ont même pas d'eau courante. De nombreux soldats se lavent à l'extérieur avec des tuyaux d'arrosage ou de l'eau puisée dans les puits, même en hiver où il peut faire jusqu'à moins 23 degrés Celsius. Il n'y a pas non plus de climatisation pour les étés étouffants, ni de chauffage, à part un minuscule poêle à bois dans chaque pièce. C'est ainsi que la plupart des soldats vivront pendant 8 ans. Et sans ventilation adéquate, les maladies se propagent rapidement. Au début des années 2000, une épidémie de SRAS aurait balayé l'armée et coûté la vie à d'innombrables soldats. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 n'a pas été très différente. Même si la Corée du Nord n'y a avoir eu ne serait-ce qu'un seul cas de Covid, de nombreuses sources ont fait état d'un nombre considérable de militaires décédés à cause du virus, dont beaucoup ont péri dans leur propre lit. Mais attends, pourquoi les jeunes qui sont censés avoir un système immunitaire de premier ordre tombent-ils en masse dans des maladies comme celle-ci? Eh bien... Soldats affamés. La Corée du Nord n'est pas étrangère aux pénuries alimentaires. En raison de ses options commerciales limitées avec d'autres pays, elle dépend fortement de sa propre capacité à produire de la nourriture. Cela signifie que de mauvaises récoltes ont déjà plongé le pays dans des famines mortelles, faisant des millions de victimes. Même si d'autres pays ont offert une aide alimentaire humanitaire pendant ces périodes, la Corée du Nord n'a pas autorisé les travailleurs humanitaires étrangers à franchir ses frontières, laissant des millions de personnes mourir de faim. Et malheureusement, l'armée n'est pas épargnée par cette souffrance. Les soldats ne reçoivent que des aliments de base bon marché, comme du maïs, du riz et du chou. En juin, la récolte de pommes de terre est généralement terminée, et les soldats mangent donc des patates 3 fois par jour. Et en août, au moment de la récolte du maïs, les soldats mangent du maïs vert à 3 repas par jour aussi. Et ils doivent vite se lasser de ce cycle. Chaque repas devrait peser entre 200 et 300 grammes, mais de nombreux rapports indiquent qu'ils atteignent à peine 140 grammes. Combiné avec un entraînement intense, ce n'est pas assez pour soutenir la plupart des soldats, et après 6 mois, la malnutrition commence à s'installer. En 2015, il a été publié un enregistrement secret de certaines recrues qui semblaient toutes dangereusement maigres et épuisées. La situation alimentaire de l'armée est si désastreuse que les officiers supérieurs disent apparemment aux soldats de voler de la nourriture pour leur unité à chaque fois qu'ils le peuvent, des punitions étant prévues en cas d'échec. De nombreux soldats ont été photographiés en train de chaparder désespérément des céréales et même du bétail, juste pour survivre. Mais ça ne suffit toujours pas. Lorsqu'un soldat est trop mal nourri pour servir, ou même pour se tenir debout, il est envoyé en permission. Leurs familles les nourrissent pour qu'ils retrouvent la santé, et lorsqu'ils sont rétablis, ils sont renvoyés à l'armée. Ce cycle horrible se poursuit jusqu'à ce qu'ils terminent leur service, ou le plus souvent, qu'ils périssent. Si l'on considère que leur glorieux leader Kim Jong-un a l'air de n'avoir jamais manqué de repas, c'est assez difficile à digérer. Congé de haricots. En mai 2021, un ordre direct a été transmis depuis le bureau de Kim Jong-un, soulignant que ses soldats étaient dans un état nutritionnel périlleux. Il a ordonné à toutes les unités militaires de veiller à ce que les soldats reçoivent au moins un repas à base de haricots par jour, comme du soja ou du tofu. Les commandants qui ne respectaient pas cette consigne seraient punis sans pitié, ce qui a naturellement mis le feu aux fesses de ceux qui n'avaient pas accès aux réserves de haricots. Pour se couvrir, les services logistiques ont commencé à envoyer des soldats de bonne origine en congé haricots. Chacun d'entre eux devait prendre 10 à 14 jours de congé, mais devait revenir avec pas moins de 300 kg de haricots.
ça représente plus d'un quart de tonne. S'ils ne pouvaient pas obtenir cette unité en haricots, alors du riz ou du maïs suffirait. Mais ce n'était pas aussi simple que de se rendre dans un Costco. La plupart des soldats viennent de communautés rurales, ce qui signifie qu'ils ont probablement dû vider leur ville natale de sa nourriture alors que les réserves alimentaires étaient déjà très limitées. Beaucoup d'entre eux ont probablement dû choisir entre regarder leur unité ou leur famille mourir de faim. Nous n'avons même pas effleuré la surface, mais je pense que nous avons besoin d'une petite pause. Si tu trouves que les recherches effectuées dans cette vidéo sont instructives et que tu souhaites recevoir d'autres exposés percutants comme celui-ci à l'avenir, n'oublie pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Bon, je crois que je suis prêt, découvrons ce que ces pauvres soldats doivent encore endurer. Lavage de cerveau dès la naissance. Compte tenu de ces horribles conditions, comment les Kim ont-ils construit l'une des plus grandes armées de la planète sans qu'une révolution ne se produise contre eux? La réponse est le lavage de cerveau. Dès l'âge de 4 ans, les enfants sont endoctrinés dans des idéologies militaristes du parti ouvrier au pouvoir par le biais d'un certain nombre de tactiques terribles. Les crèches sont décorées d'animaux soldats de dessins animés tenant des lance-roquettes, des grenades et des mitrailleuses attaquant d'autres animaux. Leurs livres sont illustrés par une forte iconographie militaire, et il y a même des dessins de propagande montrant des personnages utilisant des armes chargées pour combattre et détruire leurs ennemis. Et ça ne s'arrête pas là. Des enfants aussi jeunes que les bambins sont habillés de façon troublante dans des minuscules uniformes. Ok, c'est plutôt mignon, mais certains des trucs qu'on leur fait faire ne le sont vraiment pas. L'équivalent nord-coréen du Boy Scout, appelé Korean Children's Union, chante des chansons dont les paroles te feront frissonner. Voici la traduction de l'une d'entre elles. 3 millions de Boy Scouts seront des fusils et des bombes. Nous serons des fusils et des bombes pour le général. Oui, c'est ça. Les enfants chantent littéralement qu'ils vont sacrifier leur vie pour Kim Jong-un. Je crois que je préférais ce bon vieux Old MacDonald. Le lavage de cerveau bienveillant poursuit les pauvres enfants tout au long de leur vie, leur faisant comprendre qu'ils doivent se sacrifier pour les Kim et faire tout ce qu'ils disent, même si c'est dangereux. Et c'est encore pire lorsqu'ils atteignent l'âge tendre de 17 ans. Ils n'ont pas le choix. À 17 ans, tous les garçons et toutes les filles doivent s'inscrire au service militaire. En fonction de leurs antécédents et de leurs perspectives d'études, certains peuvent être exclus de la circonscription ou voir leur service retardé, mais tous doivent être inscrits. Pas d'exception, pas de choix. Cependant, les fils et les filles de nombreux membres de l'élite et des partis politiques sont souvent exclus, comme le dirigeant actuel Kim Jong-un. Bien qu'il soit à la tête de toute l'armée, il n'a jamais servi dans aucune partie de cette dernière. Glorieux leader, mon cul, ouais. Ce qui est plus étrange, c'est que sous le règne de son grand-père, Kim Il-sung, qui a servi, la plupart des soldats se sont engagés volontairement. Cependant, depuis le règne de son fils, Kim Jong-il, l'économie de la Corée du Nord a considérablement décliné. Les récompenses militaires ont diminué, et donc moins de gens se sont portés volontaires. Pour garder le contrôle de la nation, les Kim ont commencé à s'appuyer davantage sur la conscription et ont modifié les lois pour augmenter la durée du service. Le service militaire pouvait durer jusqu'à 13 ans. Mais depuis janvier 2001, une directive gouvernementale a réduit cette durée à 8 ans pour les hommes et entre 5 et 8 ans pour les femmes. Et ce n'est pas la seule chose qui a été réduite. En 2012, la taille minimale requise pour les soldats masculins était de 145 cm. Aujourd'hui, elle a été ramenée à 142 cm, car l'alimentation des citoyens est si mauvaise qu'elle a entraîné un effondrement majeur de la taille moyenne. À titre de comparaison, la taille requise pour les hommes de l'armée américaine commence à 1,52 m. Tu parles d'une courte paille. Formation de seconde zone. Lorsque de nouveaux soldats entrent dans l'APK, ils commencent tous une formation de base. Pendant les 6 premiers mois, ils apprennent les principes fondamentaux du combat. Mais comme le coût des équipements tels que les véhicules, le carburant et les munitions est très élevé, la majeure partie de la formation est constituée d'exercices physiques axés sur la répétition et la mémorisation. L'entraînement de nuit est également intensif, certaines sources anciennes affirmant que la routine quotidienne d'un soldat s'étend de 5 h du matin à 10 h du soir, dont seulement 3 heures de temps libre. Bien que ce temps libre ne leur appartienne guère, ils doivent également cultiver des plantes et élever du bétail pour compléter leur maigre régime alimentaire. Ce n'est ensuite qu'ils passent à l'entraînement avancé de la division qui leur a été attribuée, mais l'entraînement est plus brutal et réservé aux caméras. Les soldats choisis pour montrer leurs compétences à la nation doivent casser des briques avec leurs poings, faire tomber des piles de tuiles et même recevoir des coups de hache dans l'abdomen. Mais on dirait plus une école du cirque qu'un entraînement militaire. En plus de cela, chaque soldat peut passer jusqu'à 6 mois à s'entraîner pour un seul défilé. C'est beaucoup de travail, juste pour une synchronisation parfaite, tout cela pour le plaisir du chef suprême. Mais il ne s'agit là que d'un entraînement physique.
Selon certains transfuges, jusqu'à 60% de l'entraînement militaire est de nature idéologique. On leur apprend à avoir une mentalité sacrificielle, à s'assurer qu'ils mettront leur vie en jeu pour protéger la famille Kim. Sans les Kim, on leur apprend qu'ils ne sont rien et qu'ils doivent donc les protéger à tout prix. Le lavage de cerveau est également appliqué lors de l'entraînement, au cours duquel ils tirent sur des effigies des États-Unis, leurs ennemis capitalistes corrompus, et déclarent finalement qu'ils mourraient pour leur glorieux leader. Et malheureusement, même s'ils ne sont pas réellement en guerre, beaucoup le font encore. Toute la journée, tous les jours. Comme si s'entraîner jusqu'à 17 heures par jour n'était pas assez pénible, les soldats nord-coréens ont rarement du temps libre. Les congés et les permissions sont limités et strictement contrôlés par les membres supérieurs. Un congé de 2 semaines n'est autorisé qu'une ou 2 fois pendant toute la durée du service d'un soldat. Même le mariage ou le décès d'un parent n'accorde un soldat que 10 jours d'absence, si son commandant se sent généreux. Mais lorsqu'ils sont en service, ils ne font pas que s'entraîner. Les commandants reçoivent régulièrement l'ordre d'envoyer des unités et des agriculteurs à rentrer les récoltes ou à effectuer des travaux manuels. En 2016, les soldats ont été envoyés en déploiement de masse sur 2 méga-projets, la centrale hydroélectrique de Tanchon et le projet de plateau de Seppo. Ici, ils sont censés entreprendre des travaux éreintants comme l'extraction minière et le défrichage, généralement sans l'aide d'aucun équipement technique. Bien que les hommes et les femmes travaillent côte à côte, les femmes ont des horaires de formation plus courts et sont chargées de tâches telles que la cuisine et le nettoyage. Ouais, on est dans les années 50 là-bas. Mais leur service ne s'arrête pas là. Les soldats peuvent recevoir l'ordre d'entreprendre à peu près n'importe quelle tâche si Kim Jong-un le décide. Ainsi, pendant que certains soldats cassent des briques avec leurs mains, d'autres sont envoyés comme agents de circulation, et même comme guides touristiques pour les Occidentaux qu'on leur a tant appris à détester. Après un entraînement aussi intense, je comprends pourquoi ce soldat a l'air d'en avoir assez de garder une bande de touristes. Un salaire de misère. Tu te dis peut-être que tout ce travail et cette formation éreintante permettent d'obtenir un salaire appréciable. Mais le fait est que l'économie de la Corée du Nord a été paralysée lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991. Depuis, elle a été saignée à blanc par la dictature, et le Nord-Coréen moyen ne gagne que 4% de ce que gagnaient ses homologues sud-coréens, soit à peine 100 $ par mois. Bien que les chiffres officiels ne soient pas connus, on pense que la plupart des soldats gagnent encore moins que ça, et qu'ils sont payés sous forme d'articles non monétaires tels que de la nourriture et des produits de première nécessité. Et l'argent qu'ils parviennent à gagner ne va pas bien loin. En juin 2021, alors que les pénuries alimentaires s'aggravaient, 1 kilo de bananes en Corée du Nord valait 45 $. Et avec le durcissement des sanctions internationales contre le pays, les produits de première nécessité comme le shampoing ont grimpé à plus de 200 $ le flacon. Pire encore, tout l'argent stocké dans les banques est contrôlé par le gouvernement, qui a le droit de refuser les retraits. Il est donc généralement hors de question d'investir et d'épargner, et la plupart des citoyens se contentent d'utiliser de l'argent liquide. Les paiements électroniques sont tellement étrangers à ces pauvres gens qu'un transfuge, qui a servi dans l'armée, a été choqué lorsqu'il a utilisé un distributeur automatique de billets pour la première fois. Il pensait qu'il y avait un petit homme à l'intérieur qui distribuait de l'argent. Même les plus haut placés ne sont pas si bien lotis que ça non plus. En 2013, il a été rapporté que les officiers supérieurs recevaient des incitations pour maintenir leur loyauté. Les généraux 4 étoiles recevaient environ 1 200 $ chaque mois, en plus de leur salaire, tandis que les généraux 3 étoiles recevaient 1 000 $ et les généraux 2 étoiles 700 $. Ça semble beaucoup par rapport à une centaine de dollars, mais si tu compares ça aux États-Unis, le salaire de départ d'un général est d'environ 16 600 $ par mois, et c'est une comparaison assez pitoyable. Le déshonneur est souhaitable. Les décharges déshonorantes sont la forme la plus grave de punition qu'un soldat puisse recevoir de l'armée. Elle est infligée aux soldats reconnus coupables d'avoir commis un crime grave, comme la désertion ou la mise en danger de la vie de leurs compagnons d'armes. Aux États-Unis, ceux qui sont déshonorés perdent tous les avantages accordés aux anciens combattants et il leur est interdit de posséder une arme à feu, de travailler pour le gouvernement et de contracter des prêts bancaires. Ça a des conséquences dramatiques qui affectent le reste de leur vie, même s'ils sont épargnés par la prison. Cependant, en Corée du Nord, les conditions sont tellement mauvaises au sein de l'armée qu'une libération déshonorante peut être une bonne chose. Les soldats réformés de façon déshonorante sont automatiquement expulsés du Parti des travailleurs, de sorte qu'ils ne pourront jamais devenir un responsable du parti et bénéficier d'un meilleur niveau de vie. Cela est considéré comme la punition ultime pour tout Nord-Coréen. Bien que ça puisse rendre l'avenir difficile, des sources affirment que les soldats ont réalisé qu'il valait mieux être réformés de façon déshonorante que de travailler jusqu'à l'os à des tâches manuelles. Ils le font en aidant des contrebandiers et des trafiquants aux frontières où ils sont stationnés, en acceptant des pots de vin et en offrant leurs services pour un prix élevé. Après avoir gagné beaucoup d'argent, ils se font libérer
et commence à vivre une vie relativement luxueuse. C'est peut-être pas très honorable, mais c'est mieux que de mourir de faim. Ordonner de pleurer. Lorsque Kim Jong-un rend visite à ses troupes ou les regarde participer à des défilés, beaucoup d'entre elles se mettent à pleurer tandis que le chef suprême reste de marbre. Mais il ne s'agit pas de quelques larmes, il s'agit de cris et d'hystérie. Les troupes semblent pleurer de joie rien qu'en présence de leur chef. Mais des actes de manipulation de masse sont également observés lors d'événements plus sérieux, tels que des cérémonies dédiées au décès du président dirigeant Kim Jong-il. Alors qu'est-ce qui se cache derrière tous ces jeux d'eau bizarrement coordonnés? Peut-être qu'ils pleurent vraiment des larmes de joie ou de tristesse, mais c'est plus probablement à cause des punitions infligées par les officiels aux soldats qui ne montrent pas assez d'émotion. Ouais. En 2012, après le décès de Kim Jong-il, les autorités ont commencé à envoyer les soldats qui ne participaient pas au deuil de masse dans des camps de travaux forcés pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois. Même ceux qui se présentaient et versaient quelques larmes de crocodile étaient renvoyés s'ils ne semblaient pas sincères. Maintenant, pendant les défilés ou les séances photos où Kim rencontre les soldats, ils se mettent tous à gémir et à applaudir comme s'ils étaient possédés. Vu les conditions dans lesquelles ils sont forcés de vivre, pleurer sur commande ne devrait pas être trop difficile pour ces derniers. Ils ne peuvent jamais partir. Jusqu'à présent, faire partie de la grande armée nord-coréenne n'a pas l'air génial du tout. Alors que se passe-t-il si les soldats veulent partir? Refuser de faire leur devoir peut entraîner de lourdes punitions comme des travaux forcés, la torture, voire même la mort. Le seul moyen de s'échapper définitivement, c'est de quitter le pays. Mais sans surprise, le ministère nord-coréen de la sécurité populaire ne permet pas à ses citoyens de se déplacer librement à l'intérieur du pays, et encore moins à l'extérieur. Et cela s'applique généralement aux soldats. À moins qu'ils ne soient affectés à des missions spéciales dans les pays amis comme la Chine, ils ne sont pas autorisés à sortir pour quelque raison que ce soit. Leur seule option est alors de faire secrètement défection, souvent vers la Corée du Sud où ils bénéficient d'une amnistie inconditionnelle. Ils peuvent s'échapper par des rivières et des montagnes qui relient la Corée du Nord à la Chine, ou par des zones démilitarisées qui mènent à la Corée du Sud. Malheureusement, la Chine ne reconnaît pas les transfuges nord-coréens comme des réfugiés et les renvoie s'ils sont pris, même s'ils savaient qu'ils seront punis et peut-être éradiqués. Traverser la zone démilitarisée est cependant beaucoup plus risqué. Le tronçon de 4 km de large qui relie le nord et le sud est truffé de mines, de clôtures électriques et de postes avancés. Les soldats stationnés du côté nord-coréen sont des sous-officiers de haut rang qui vivent dans le confort modéré car ils sont considérés comme moins susceptibles d'essayer de s'enfuir. Cependant, beaucoup d'entre eux essayent et réussissent. Ça montre bien que la vie militaire doit être misérable, même pour ceux qui occupent de bonnes positions, comme le transfuge Oh Chong-song. En 2017, ce soldat, fils d'un haut responsable militaire, a commis un crime grave. Terrifié à l'idée d'être puni, il a pris la décision rapide de se précipiter à travers la zone démilitarisée. Il a été poursuivi et a essuyé plus de 40 coups de feu avant de s'effondrer derrière un muret du côté sud-coréen. Sous le couvert de l'obscurité, des agents sud-coréens l'ont mis à l'abri et l'ont emmené d'urgence en chirurgie. Alors qu'ils le remettaient sur pied, les médecins ont découvert quelque chose qui les a choqués au plus haut point. Le pauvre soldat était rongé par d'énormes vers parasites. Or, ces vers parasites sont le plus souvent transmis par les matières fécales. La raison pour laquelle il grouillait à l'intérieur d'O Chong-song est parce que la Corée du Nord utilise des déchets humains pour fertiliser ses champs, que les soldats sont souvent chargés de répandre. Oh Chong-song a survécu, mais comme pour beaucoup d'autres transfuges, s'échapper n'a pas été sans conséquences. S'ils réussissent, les familles des transfuges restés en Corée du Nord sont punies, souvent envoyés en exil dans des montagnes et laissés à la famine. Malheureusement, pour de nombreux soldats, quitter la Corée du Nord est aussi dangereux que d'y rester. Des uniformes incroyables. Étant donné que les soldats de nombreux défilés de l'armée populaire de Corée ont toujours l'air en forme, peut-être, juste peut-être, que Kim Jong-un dépense-t-il de l'argent pour qu'il soit bien habillé. Malheureusement, il ne le fait pas. Si tu regardes de plus près les pieds des femmes soldats, tu pourras peut-être voir ce qu'il se passe vraiment. Certains uniformes de parade féminin exigent que les femmes portent une petite chaussure à talons. Mais si tu as déjà porté des talons, tu sauras qu'une telle démarche les fait s'envoler. Au lieu de leur fournir de meilleures chaussures, les femmes les attachent douloureusement à leurs pieds avec des choses comme des élastiques et de la ficelle. Et il ne s'agit là que de chaussures féminines. Les soldats ordinaires ne reçoivent qu'un ensemble d'uniformes d'été qu'une fois tous les 2 ans, et des uniformes d'hiver tous les 3 ans. Les chaussures sont plus facilement remplacées. Les chaussures d'été plus légères étant remplacées une fois tous les 2 ans et les chaussures d'hiver tous les ans. Ça ne semble pas trop mal, mais la qualité n'est pas bonne. Un transfuge a affirmé que les bottes sont fabriquées de façon minable et qu'à l'intérieur, c'est bouché avec du coton.
Et après quelques utilisations, le coton commence à tomber, jusqu'à ce que l'intérieur soit nu, frottant les pieds des pauvres soldats à chaque fois qu'ils les portent et les exposent à des engelures. Comme s'ils n'avaient pas déjà assez de soucis à se faire. Un système de santé épouvantable. Selon la loi nord-coréenne sur la santé publique, des soins de santé complets et gratuits sont fournis à tous les citoyens, et chaque corps de l'armée dispose de son propre hôpital. Pas d'assurance, pas de facture, ça a l'air génial. Du moins, ce serait le cas si c'était réel. Selon des transfuges, leurs soi-disant hôpitaux ont rarement de véritables médicaments, et s'ils en ont, ils les font payer aux patients, même aux soldats. Ce qu'ils ont en abondance, c'est de l'iode, utilisé comme désinfectant bon marché. Mais à moins que tu n'aies de l'argent, c'est tout. Si on considère le nombre de blessures que les soldats doivent subir quotidiennement en raison de leur entraînement intense et de leur travail éreintant, c'est une révélation assez terrifiante. Beaucoup se tournent vers des remèdes naturels, comme des herbes pour traiter les maladies. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient très efficaces pour soigner une jambe cassée. Le pire, c'est qu'en décembre 2020, il a été rapporté qu'environ la moitié du premier corps du pays, une unité d'infanterie de 5000 hommes, était tout simplement trop malade pour s'entraîner. Pour un pays qui n'a soi-disant pas un seul Covid, c'est une bien curieuse coïncidence, n'est-ce pas? Pire pour les femmes. Aussi mauvais que ces récits puissent paraître, pour les femmes de l'armée populaire de libération, c'est un tout autre niveau d'enfer. Après 6 mois d'entraînement intense combiné à une mauvaise alimentation, la malnutrition s'installe, ce qui fait que de nombreuses femmes soldats n'ont plus de règles, parfois pendant des années. Cependant, beaucoup considèrent cela comme une bénédiction. S'entraînant aux côtés des hommes, les femmes n'ont pas la possibilité de se laver ou de se changer lorsqu'elles sont en service à l'extérieur. Avant 2017, au lieu de produits hygiéniques, la plupart des femmes soldats recevaient simplement des bandages, ou bien elles avaient recours à des coupures de tissu sur des gilets et les chaussettes. Ça semble incroyablement inconfortable, mais malheureusement, c'était une chose à laquelle elles devaient faire face. Mais il y a pire, les officiers supérieurs profitaient régulièrement des femmes sous leur commandement et s'en prenaient à elles. La Corée du Nord affirme qu'elle prend ce genre d'agression très au sérieux, avec des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 7 ans pour les personnes reconnues coupables de ces crimes odieux. Cependant, les officiers incriminés menacent souvent de bloquer les chances de la femme de rejoindre le parti si elle fait un quelconque rapport. Par peur, beaucoup souffrent en silence. Une fin sans cérémonie. Dans le monde entier, beaucoup de ceux qui servent dans l'armée ont la certitude que si le pire leur arrive, leur famille recevra une sorte de remboursement. Aux États-Unis, par exemple, les pensions de décès, des gratifications et des compensations peuvent être offertes pour faciliter la vie de ceux qui restent. Mais ce n'est pas le cas en Corée. Si un soldat tombe en service actif, que ce soit en protégeant les frontières ou en mourant de faim, sa famille ne reçoit rien. Pas un seul centime. Ce qu'ils reçoivent à la place, c'est un certificat confirmant que le soldat est tombé dans l'exercice de ses fonctions par loyauté envers le parti des travailleurs. C'est tout. C'est tellement sans valeur qu'ils ne peuvent même pas l'échanger pour acheter du riz. Je ne sais pas ce qui me fait le plus de peine, les soldats ou leurs familles. Lequel de ces événements t'a le plus choqué? Et si tu as déjà servi dans l'armée, comment ça se compare à ton expérience? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.